Ok, c'est bon, Adila, je peux y aller? Oui, c'est bon, c'est Merci. Karim. À vous la Merci parole. beaucoup, chers confrères, chers consoeurs, bonjour. Nous sommes vraiment ravis aujourd'hui de vous proposer une formation, un webinar sur je dirais, avec notre partenaire de l'Office d'échange que nous remercions, qui portera sur la thématique, sur deux thèmes en réalité, une partie qui va concerner un update sur par rapport à la nouvelle instruction générale des opérations de change de 2022, suivie aussi une analyse des particularités des investissements étrangers au Maroc et des investissements marocains à l'étranger euh, euh, dans ce contexte de post-Covid. En effet, l'Office d'échange a publié, alors par rapport à la problématique par rapport à l'update, l'Office d'échange a publié le 3 janvier 2022 une nouvelle version de l'instruction générale des opérations de change qui vont commencer à s'appliquer donc à partir du 3 janvier 2022. Cette instruction générale apporte d'importantes mesures de libération et d'assouplissement aussi bien pour les opérations courantes que pour les opérations en capital, confortant ainsi le processus de libéralisation de la réglementation de change et consolidant le régime de convertibilité. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui, nous, en tant qu'ordre des experts comptables, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir parmi nous Monsieur Brada Abdelmottalib, qui est patron de la législation au sein de l'Office d'échange. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir Monsieur Echafef Azdin, qui est chef de service de formation et de sensibilisation au sein de l'Office d'échange. Et à côté de moi, notre consoeur, Madame Mounam Sfer, qui est membre de la commission formation, qui va modérer ce webinaire et à qui je vais donner la parole tout de suite. Merci beaucoup, bonne formation et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions afin que nous puissions enrichir cette formation et que vous puissiez profiter de nos interlocuteurs, de leur expérience, de leur savoir et de toutes les particularités pratiques que nous connaissons en tant qu'experts comptables. Mouna, à toi et, et bonne formation. Merci Karim, merci pour le mot d'introduction. Monsieur Brada, Monsieur Echraf, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et nous vous remercions pour le temps consacré. Chers confrères, chers consoeurs, je vous remercie également pour votre implication et pour les riches et nombreuses questions que nous avons reçues. Alors, la réglementation de change a connu de nombreuses évolutions depuis la création de cette institution en 1944, puis réformée en 1958, année de nombreuses réformes au Maroc. Au fil des années, elle a gagné en flexibilité tout en protégeant les intérêts du Maroc. Les réformes entreprises ont permis d'encourager les investissements étrangers au Maroc et ont donné la possibilité aux sociétés marocaines d'investir à l'étranger, notamment en Afrique. Il est bien loin le temps où le Marocain, pour passer ses vacances à l'étranger, ne disposait que de 100 dirhams. La réglementation d'échange a su s'adapter au nouveau contexte économique tout en veillant sur les réserves de change du pays. Je ne vais pas m'attarder sur les différentes mesures pour ne pas empiéter sur la présentation de nos invités qui sont bien plus qualifiés que moi pour les présenter. Mais certaines évolutions significatives dans la réglementation d'échange, notamment en 2022, ont été mises en œuvre afin d'encourager la croissance économique de notre pays dans un contexte de crise sanitaire, notamment avec la hausse du plafond annuel des investissements marocains à l'étranger morale à 200 millions de dirhams. Pour les importateurs, la possibilité de régler les importations des biens et services par anticipation, la compte supérieure au plafond autorisé. Et bien sûr, pour les startups, l'augmentation de la dotation électronique de 1 million de dirhams et la possibilité, sous certaines conditions, pour les fondateurs des startups de créer des entités de droit étranger. Dès à présent, je vais donner la parole à nos invités, M. Brada et M. Echraf, qui présenteront pendant à peu près 40 minutes les principales réformes, donc sous deux principaux thèmes, les investissements étrangers au Maroc, puis les investissements marocains à l'étranger,
et enfin les nouveautés de 2022. Nous aurons ensuite la chance, pendant une vingtaine de minutes, de poser nos questions à nos invités et les questions qui nous préoccupent. Et je suis sûre que nos invités contribueront à notre formation dans ce domaine. Et je les en remercie. Nous vous rappelons que cette conférence et cette vidéoconférence est filmée. Voilà. Donc, je donne la parole à M. Brada, que je remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde, cher Karim, Madame Sefer, cher expert comptable. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de partager avec vous certaines dispositions de la réglementation d'échange qui concernent deux thématiques qui font appel à l'activité d'expertise comptable. J'ai à mes côtés Cheikh Fazdine, qui est chef de service sensibilisation. Il a 30 ans d'activité derrière lui, donc vous allez être satisfait vis-à-vis des questions que vous allez poser. De mon côté, il y a également mademoiselle Alamis Selmla, qui est agent, donc, qui va prendre la relève parce que nous serons appelés d'ici 4 ans, 5 ans, partir en retraite, donc la relève, elle est déjà assurée. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on va tout d'abord vous présenter un petit peu une évolution de la réglementation d'échange. Comme vous le savez, l'Office d'échange, il a été créé en 1959. Mais ce qu'il faut retenir, c'est à partir de la date de 1993 où le Maroc il a adhéré à l'article 8 des statuts du FMI. Qu'est-ce qu'il stipule cet article? Que toutes les opérations courantes sont libres, c'est-à-dire il n'y a plus d'obstacles, c'est-à-dire que pour effectuer une opération courante, c'est-à-dire importation, exportation, l'Office d'échange ne devrait plus exiger une autorisation préalable. Parce qu'avant, il y avait une autorisation générale, c'est-à-dire à chaque fois que l'opérateur voulait une opération, un transfert de n'importe quel montant, peut-être 1 euro, il devait passer par l'Office d'échange. Et l'Office d'échange, au départ, il disposait d'une dérogation ou une autorisation générale qui constitue à autoriser opération au cas par cas. Mais à travers ou après l'adhésion du Maroc à l'article 8, on a instauré un régime de libéralisation qui consiste à déléguer l'ensemble des opérations aux banques intermédiaires agréées. L'année 1996, c'est une année importante dans la mesure où c'est l'année où il y avait une mise en place du marché de change. Pour vous expliquer cela, c'est-à-dire avant cette date, c'est la Banque centrale qui détenait les devises. Donc, une banque, pour pouvoir disposer des devises, elle devait faire appel à la Banque centrale pour qu'elle puisse avoir des disponibilités en devises pour effectuer les opérations de change. Il n'y avait pas cette possibilité d'échanger entre les banques. Mais à travers la mise en place du marché de change, la Banque centrale il a délivré la possibilité aux banques de faire recourir à elles-mêmes pour pouvoir échanger entre elles les devises. La première opération d'ouverture de capital a été instaurée en 2007. C'est la première année que l'Office d'échange il a autorisé les opérateurs à investir à l'étranger. Quand on parle d'opération de capital, tout ce qui est exportation de capitaux à l'étranger. Certes, le montant il était pas aussi important au niveau de l'année 2007, mais à partir de 2010, on a procédé au relèvement du plafond de l'investissement et par là, on est arrivé à un montant d'investissement de 100 millions de dirhams en Afrique et 50 millions de dirhams dans le reste du monde. Après cette introduction sur l'évolution de la réglementation de change, je voudrais bien partager avec vous comment était le processus des dispositions qui régissaient la réglementation d'échange avant 2011. Toutes les dispositions réglementaires, ils étaient éparpillées dans des circulaires instructions-notes. Donc, à chaque fois qu'il y a une disposition nouvelle, on instaurait une circulaire qui abrogeait l'autre circulaire et nous-mêmes, on était perdus. Donc, c'est à partir de 2011 que l'Office d'échange il a procédé à un regroupement de la réglementation de change dans un texte unique qui s'intitule « Instruction générale des opérations de change » qui a été révisé en 2012 et en 2013. Mais à partir de 2019, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait une refonte globale et totale de la structure de l'Office d'échange avec une nouvelle approche qui vise aussi bien la simplification du texte et la clarté des dispositions. Parce que l'objectif de ces dispositions que l'Office d'échange met en place, c'est que l'opérateur
puissent effectuer toutes les opérations d'une manière claire, libre, sans qu'il y ait une ambiguïté, sans qu'il y ait des zones d'ombre. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque on a instauré cette refonte en 2019, on avait pris la peine de faire des consultations auprès des opérateurs, des partenaires, aussi bien des CGM, des fédérations, les GPBM, les associations, pour voir est-ce que cette instruction qui a été établie, est-ce qu'elle répond aux dispositions, aux normes, aux aspirations des opérateurs. La raison pour laquelle, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, après une consultation avec l'ensemble des opérateurs, après avoir recueilli l'ensemble de leurs suggestions et après avoir pris en considération tous les blocages qui constituent une instruction générale, on a instauré la version 2022 qui a apporté, comme l'a bien dit Ibn Nouna et Mme Sfer, qu'elle a apporté aussi bien des mesures de libéralisation concernant aussi bien les opérations au capital que les opérations courantes. On commencera par le régime des investissements étrangers au Maroc. D'après l'expérience qu'on a vécue, moi et Yazdine, en tant que département des autorisations, la principale question que se posent les investisseurs étrangers, est-ce qu'on pourrait transférer nos produits de cession? C'est-à-dire, lorsqu'on va investir, on va acheter un bien immeuble, des actions, la première question qu'ils vous posent, est-ce qu'on pourrait transférer par la suite le montant qu'on investit? Tout simplement, c'est que, pour vous expliquer, le régime de convertibilité consiste à ce que tout investissement, d'une manière générale, tout investissement financé en devises, on va voir quels sont les modes de devises, les financements en devises, il revêt le caractère transférable. C'est-à-dire, la première des choses, lorsque vous recevez un client, vous leur dites étranger, si vous financez, on va par la suite vous indiquer quelle est la nature des investissements. Lorsque vous effectuez ces opérations qui sont prévues, qui sont précises, et lorsque vous allez les financer en devises, vous avez entièrement la liberté de transférer le produit de cession sans accord préalable d'office d'échange. Moi, personnellement, quand je reçois un investisseur étranger, là, je lui donne toujours, je lui pose toujours je lui donne un exemple qui est un peu banal, mais je lui dis, écoutez, monsieur, aujourd'hui, vous venez au Maroc, vous achetez un bien immeuble, vous l'achetez 1 million de dirhams, vous le financez en devise. Si le lendemain, vous le vendez à 3 millions de dirhams, vous pouvez transférer la totalité, sauf que vous allez payer les impôts et taxes. C'est le meilleur moyen pour leur préciser comme quoi tout investissement financier en devise revêt le caractère transférable. Quelles sont les personnes concernées pour les investissements? Il n'y a pas de blocage, ce sont les personnes morales étrangères. Quand on parle de morale étrangère, ce sont les sociétés étrangères. Les personnes physiques de nationalité marocaine résidentes à l'étranger, les MRE, et les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes. Donc, toute personne étrangère, qu'elle soit résidente ou non résidente, elle peut effectuer une opération d'investissement. Les MRE, il suffit de justifier qu'ils sont résidents à l'étranger, que leur résidence fiscale se trouve à l'étranger. Et les personnes morales, les sociétés étrangères, ils peuvent effectuer librement les opérations d'investissement. Les conditions, la seule condition qu'il exige l'office d'échange, c'est le financement en devise. On va voir par la suite quels sont les modes de financement. Et quels sont les accords, les avantages qu'accorde ce mode de financement? Premièrement, c'est la liberté de transférer les revenus produits par ces investissements. On verra par la suite quels sont ces revenus. On va les détailler. Et bien entendu, la liberté, donc le transfert du revenu, c'est-à-dire les dividendes, jetons de présence, les locatifs, le revenu locatif, et plus essentiellement, la liberté de transfert du produit de liquidation ou de cession de l'investissement. Donc, ce sont les accords, les avantages accordés à un investisseur lorsque il a financé l'opération d'investissement en devise. Je vais vous défiler un petit peu les formes de l'investissement étranger. Donc, il peut, une société, une personne morale ou une personne physique étrangère non résidente ou marocain résident étranger, il peut effectuer création de société, comme il peut souscrire à une augmentation de capital, donc prise de participation à travers une augmentation de capital, la création d'une succursale, bureau de représentation ou de liaison au Maroc, l'acquisition d'instruments financiers, c'est une opération, c'est une forme d'investissement, l'apport en compte courant associé, c'est-à-dire lorsque les associés de la société étrangère qui sont associés dans la société, la filiale, donc ils veulent accorder des prêts
qui sont considérés comme des avances en compte courant, c'est une opération d'investissement. Les octrois de prêts entre sociétés apparentées, les acquisitions, comme j'ai dit, des biens immeubles de droit de jouissance, la construction, l'aménagement de biens immeubles, c'est-à-dire un investisseur étranger, que ce soit personne physique ou morale étrangère, il achète un terrain, il l'a financé en devise, il a rapatrié de devise pour l'acquisition, pour l'aménagement ou la construction du bien immeuble. Tout ce qui a été investi, il bénéficie du caractère transférable. Et bien entendu, les dépôts à terme. Il y a, pour ce qui est des financements en devise, quels sont les types de financement? Certains d'entre vous, ils posent la question, comment justifier le financement? Tout d'abord, l'apport en devise, il ne peut être effectué qu'à travers un virement de l'étranger vers le Maroc. C'est-à-dire à partir d'un compte bancaire à l'étranger, directement ici au Maroc. Soit dans le compte, comme la personne morale étrangère résidente ou non résidente, elle peut ouvrir un compte en dirham convertible, un compte en devise. Donc, il peut faire un virement de son compte à l'étranger vers le compte en dirham convertible, comme il peut effectuer un apport lorsqu'il s'agit d'une souscription à l'augmentation, création, effectuer le virement directement au profit du notaire qui peut, ou l'expert comptable qui va alimenter le compte de la société. La consolidation de comptes courants d'associés, c'est-à-dire que, je ne vous apprends rien, c'est-à-dire que l'associé, il dispose d'un compte courant et puis par la suite, il veut consolider l'avance en compte courant qui n'a pas été réglé, remboursé, il peut le consolider dans le cadre d'une augmentation de capital. L'incorporation de réserves de report à nouveau, lorsqu'il y a une répartition de report à nouveau de réserves, donc l'investisseur étranger peut incorporer ses réserves et ça constitue un mode de financement en devise. La consolidation de créances matérialisées par l'importation de biens, je m'explique, c'est-à-dire que un fournisseur qui est en même temps associé, il a envoyé de la marchandise à la société marocaine et cette marchandise n'a pas été réglée. Il peut, dans ce cas, consolider cette créance commatérielle, c'est-à-dire que la valeur du matériel qui n'a pas fait l'objet de règlement, il peut le faire intégrer ou l'incorporer dans la consolidation d'une augmentation de capital. La seule condition, c'est que ce matériel n'a pas fait l'objet de règlement. Et bien entendu, également la consolidation de créances au titre des brevets de licence. Donc, tout ce qu'on a vu, ce sont des modes de financement que l'opérateur, l'investisseur étranger, peut considérer qu'il a été financé en devise. Nous avons parlé tout à l'heure le revenu d'investissement et le produit de cession. Qu'est-ce qu'on entend par le revenu d'investissement? Qui revêt, bien entendu, le caractère transférable, à condition, je dis bien à condition qu'il soit financé en devise. Les dividendes ont par bénéfice, donc ces revenus, ils sont, tout ce que vous voyez là, ce sont des opérations qui peuvent être transférées librement par la banque sans l'accord préalable au d'échange. Donc, ce sont des opérations libres. Les dividendes par des bénéfices, les bénéfices réalisés par les succursales, les revenus locatifs, c'est-à-dire un étranger qui soit résident ou non résident, il a acheté un bien immeuble au Maroc, il a loué. Donc, si il a financé en devise, il est résident, il peut transférer le revenu locatif, bien entendu, déduction faite des impôts. La réglementation d'échange, elle ouvre une porte un peu particulière pour les étrangers non résidents, c'est-à-dire si vous avez un client étranger qui n'est pas résident au Maroc et qui dispose d'un bien immeuble ou là qui dispose de dividendes au Maroc, il peut prétendre, je dis bien, il peut prétendre au transfert soit de revenus locatifs ou les dividendes sans qu'il ait justifié qu'il a la possibilité de justifier le financement en devise. C'est-à-dire s'il n'arrive pas à justifier le financement en devise de cet investissement, et s'il réside à l'étranger, il a la possibilité de transférer les revenus locatifs. Donc, c'est une disposition particulière qui revient à ces opérateurs. Les intérêts des prêts entre sociétés apparentées, bien entendu, lorsque l'associé ou il emprunte, il prête de l'argent à la société marocaine, bien entendu, il y a un contrat de prêt ou un contrat d'avance en contrat qui stipule l'échéance et les taux d'intérêt. Bien entendu, la réglementation d'échange autorise, sans l'accord préalable d'échange, le remboursement des intérêts. Bien entendu, le principal il est automatiquement transférable. Les intérêts sur titre des dettes, les jetons de présence également, et les intérêts sur dépôt à terme. Donc, ce sont les principaux revenus d'investissement qui revêtent le caractère transférable sans l'accord préalable d'office d'échange.
Bien entendu, pour le transfert, l'instruction générale, elle est claire. Il suffit de revenir sur l'article qui correspondant pour éventuellement vous dicter quels sont les documents à fournir à la banque pour que l'opération soit effectuée d'une manière légale. S'il y a un blocage au niveau de la banque, n'hésitez pas à consulter ou à transmettre des mails à l'office d'échange pour pouvoir résoudre ce problème. Il y a également le produit de la cession de liquidation de l'investissement étranger. Lorsque l'investisseur étranger il décide de vendre les parts sociales ou le bien immeuble, donc il a l'entière liberté de produire le produit de cession de liquidation. Bien entendu, chaque opération, que ce soit de liquidation, il faut qu'il y ait le rapport liquidateur. Pour le produit de cession, il y a les actes de transfert dûment justifiés et bien entendu, tout document qui justifie que le bien en question il a été financé en devise. Par la suite, on verra que pour les investissements que l'opérateur, que votre client n'arrive pas à justifier le financement en devise, on verra quelles sont les procédures pour qu'il puisse bénéficier du transfert du produit de cession. Il y a bien entendu le remboursement principal des avances en compte courant d'associés. Ce que j'insiste, c'est que pour les avances en compte courant, les prêts, il doit y avoir un contrat qui doit conclure entre les deux parties et qui doit stipuler les échéances pour chaque remboursement. Ce que je vous exige, c'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que le transfert des intérêts soit conforme à ce qui est prévu par le contrat. Parce que, pour votre information, tout ce qui est remboursement anticipé, qui ne correspond pas aux clauses financières qui sont décrites dans le contrat, ils sont soumis à l'accord préalable d'office d'échange. Le remboursement principal et des prêts entre sociétés apparentées, c'est une opération libre. Donc, il suffit de présenter à la banque le document, le contrat qui stipule, et notamment les documents qui justifient le rapatriement de prêt pour que votre client puisse effectuer le transfert librement. Et bien entendu, les fonds en faveur des ayants droit non résidents au titre des dévolutions successorales. Certainement, vous avez l'occasion de voir des ayants droit qui ont hérité de leur père ou de des défunts pères. Donc, il suffit que le produit de cession qui a été financé en devise, que la banque peut exécuter le transfert en faveur des ayants droit du produit de cession au titre des dévolutions successorales. La réglementation d'échange donne également la possibilité à ce que la transaction s'effectue à l'étranger. C'est-à-dire que le vendeur, il doit y avoir le personne physique de nationalité étrangère, un étranger qui réside à l'étranger, qui dispose d'un bien ou des actions en Nef de Maghreb ou société. Personne morale de droit étranger, une personne société. Si ces deux vendeurs ils disposent d'un avoir à l'étranger au Maroc, ils peuvent le vendre à une personne physique qui n'est pas marocaine ou la marocain réside à l'étranger et la transaction peut s'effectuer à l'étranger. D'accord? Donc, nous avons les acheteurs et les vendeurs. Le bien, il se situe au Maroc, mais la transaction, elle peut s'effectuer à l'étranger. Ce qu'on exige, c'est que l'acheteur, lorsqu'il achète et il règle à l'étranger, c'est-à-dire qu'il va hériter de la situation du premier. C'est-à-dire, moi, je suis un étranger, une personne physique de nationalité étrangère, j'ai acheté des actions auprès d'une société étrangère qui est installée au Maroc, je le règle à l'étranger, mais moi, je ne pourrais transférer le produit de cession, si jamais je vends, que si le premier, il avait acquis ses actions en devise. Donc, il hérite de la situation première. Donc, surtout, il faut s'interroger lorsque vous vous situez dans ce cas. Il faut indiquer aux acheteurs que même s'il a réglé en devise à l'étranger, c'est qu'il ne peut transférer le produit de cession en cas de vente que si le premier, lequel il lui a acheté, il lui a vendu, il a financé la participation en devise. Donc, comme on dit, l'acheteur hérite de la situation vendeur quant au régime de convertibilité. Et bien entendu, ce qu'il faut remarquer, c'est que lorsque cette transaction est effectuée à l'étranger, les frais et taxes et impôts inhérents à l'étranger, ils doivent faire l'objet de rapatriement. Les frais d'enregistrement, les taxes, ils doivent faire l'objet de rapatriement. Donc, tout ce qui peut être réglé à l'étranger concerne le produit de cession, mais tout ce qui est inhérent à la transaction, frais d'honoraires, d'IEL POM, ou la d'IEL notaire, ou la d'IEL l'enregistrement, etc., ils doivent faire l'objet de rapatriement.
Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le produit de cession d'investissement au Maroc qui a été financé en devise. Vous voyez, oui, donc automatiquement, si l'investisseur étranger qui a vendu, il l'a financé en devise, il a les justificatifs, donc il peut transférer le produit de cession soit vers l'étranger ou vers un compte en dirham convertible, La seule différence entre le compte en devise ou le compte en dirham convertible, je ne vous apprends rien, c'est-à-dire le compte en devise, c'est un compte qui est libellé en devise, il peut être en euros, en dollars, etc. Et un compte en dirham convertible, c'est un compte qui est libellé en dirham, mais il peut être transféré, c'est-à-dire les fonds qui sont logés, ils peuvent être transférés librement. Le deuxième cas où on voit non, c'est-à-dire que si l'investisseur étranger il a cédé le produit de cession qui n'a pas justifié le financement en devise, il y a deux cas. Soit que le vendeur, c'est un étranger non résident ou personne morale de droit étranger. Dans ce cas-là, vous pouvez demander à votre banque de lui ouvrir ce qu'on appelle un compte convertible à terme et de loger le produit de cession sur ce compte. D'accord? Si le bénéficiaire, c'est un MRE, l'MRE, le Marocain résident, il ne peut pas détenir un compte convertible à terme. Un MRE, un Marocain résident à l'étranger, s'il a une résidence à l'étranger, il peut disposer d'un compte en devise, d'un compte en dirham convertible et d'un compte ordinaire. Si il a vendu, le Marocain résident à l'étranger, il a vendu un bien au Maroc et qu'il n'a pas financé en devise, le produit de cession doit être logé dans un compte ordinaire. Par contre, si la personne morale étrangère non résidente ou la personne physique étrangère résidente non résidente, il vend un bien qu'il n'a pas pu justifier, là, il peut loger ses fonds dans un compte convertible à terme. Le principe de ce compte convertible à terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il permet à ces investisseurs de transférer, pas immédiatement, mais dans un délai de 4 ans, le produit de cession, bien que l'investissement n'a pas été financé en devise. La nouveauté dans ce compte convertible à terme, comme vous le savez, le principe du transfert de compte convertible, c'était des annuités de 25%. La première tranche, elle était après une année de l'ouverture de compte convertible à terme. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est-à-dire que si vous avez un client qui est personne morale étrangère, résident, non résident, ou personne physique étrangère, non résident, qui l'a vendu, vous pouvez lui ouvrir un compte en devise et vous pouvez, au moment de l'ouverture, transférer 25%. Il n'y a plus raison d'attendre l'année prochaine. Dans ce cas-là, il bénéficie de transfert de la totalité sur 4 ans, sachant qu'il peut bénéficier automatiquement du transfert du 25% dès la première année. Il y a une autre disposition qui concerne ces personnes, c'est-à-dire que dans le cadre, ça concerne uniquement les personnes physiques étrangères résidentes, lorsqu'ils quittent définitivement le Maroc, la réglementation de change leur donne la possibilité de transférer, c'est-à-dire ils peuvent transférer jusqu'à combien les Marocains résidant à l'étranger, les étrangers, à part le compte convertible à terme, les départs définitifs. 50 000 dirhams, ils ont la possibilité de transférer 50 000 dirhams fois le nombre d'années qu'ils ont vécu au Maroc. Les étrangers. Donc, un étranger, une personne physique étrangère, non résidente, elle cède un bien, il me transférer 50 000 dirhams fois le nombre d'années qu'elle a vécu. Le nombre d'années, c'est un document qui est fourni par le ministère de l'Intérieur qui définit un petit peu le nombre d'années qu'elle a vécu au Maroc. Il y a une autre disposition qui concerne les non-résidents. Votre client qui est un étranger, qui veut acquérir un bien à l'étranger, il a la possibilité d'octroyer, de conclure, d'emprunter auprès d'une banque marocaine un crédit qui peut aller jusqu'à 70% du prix du bien immeuble. La seule condition, c'est qu'il doit rapatrier 30% au titre d'avance en devise. C'est-à-dire qu'il peut acheter un bien. La banque marocaine, elle a le droit de lui accorder un prêt à hauteur de 70% à condition qu'il a financé ou qu'il a rapatrié 30%. Tout cela, donc le remboursement bien entendu, s'il effectue le remboursement de la totalité en devise,
bien entendu, une fois cédé, il peut bénéficier de l'accord de l'office d'échange, sans l'accord de l'office d'échange pour transférer le produit de cession. Pour ce qui est des investissements, il y a les zones d'accélération industrielle, Casa Finance City. Ce sont des zones où ils sont considérés comme, bien qu'ils se situent sur le territoire marocain, ils bénéficient d'un régime particulier. Comme vous voyez, les zones d'accélération industrielle, c'est comme une société qui est installée dans la zone industrielle d'accélération, c'est comme elle est installée en Espagne, en Égypte ou aux États-Unis. Donc, elle a en entière liberté des relations avec le reste du monde, la possibilité de se financer auprès des banques locales, la possibilité d'ouvrir un compte spécial et la facilitation du règlement des importations provenant de l'étranger. En d'autres termes, elle est exclue du contrôle de l'office d'échange. Pour les sociétés qui s'installent qui ont le statut de Casa Finance City, également, ils ont l'entière liberté de gestion des avoirs en devises de provenance étrangère, comme ils peuvent régler par dérogation des importations de services et les investissements à l'étranger. Donc, jusque-là, j'ai pu avancer et vous informer du régime des investissements étrangers Maroc. Je laisse la parole à Césdine pour la partie qui concerne les régimes des investissements marocains à l'étranger. Césdine, si vous permettez. Bonjour tout le monde. Sibrada déjà il a un petit peu déroulé comment la réglementation d'échange a évolué à travers le temps. Et donc la réglementation d'échange, je vous le rappelle, elle a connu un long processus de libéralisation depuis sa mise en place en 1939 par ce fameux principe qui dit que toute exportation de capitaux est prohibée sauf autorisation, et on a voulu que l'office d'échange donne ces autorisations. Donc les autorisations, comme l'a rappelé Sibrada, c'est qu'il y a deux catégories d'autorisation. Il y a l'autorisation générale que vous pouvez trouver dans les circulaires, dans les instructions que l'office d'échange fait sortir à chaque occasion pour libéraliser telle ou telle opération. Et il y a les opérations particulières, les autorisations particulières, bien sûr, c'est-à-dire quand on ne trouve pas ce qu'on veut dans l'autorisation générale, dans l'instruction. Donc, lorsque l'opération ne peut pas être exécutée conformément à ce qui est décrit dans l'autorisation générale, c'est-à-dire l'instruction, on doit à ce moment-là revenir à l'office d'échange pour demander une autorisation particulière. Donc, en matière d'investissement marocain à l'étranger, bien sûr, à l'instar de tous les secteurs, toutes les opérations de change, elle a connu une évolution spectaculaire, notamment en 2007, où on avait autorisé les personnes morales marocaines remplissant un certain nombre de conditions. Notamment, ces conditions, comme vous le savez, c'est lorsque la personne morale a au moins 3 années d'activité, et lorsque sa comptabilité est certifiée sans réserve par un commissaire aux comptes, et quand l'investissement, bien sûr, qui doit être réalisé en rapport avec l'activité ici au Maroc, il doit avoir pour objet de consolider et développer son activité ici au Maroc. Donc, si la personne morale remplit ce genre de conditions, c'est-à-dire ces conditions, ils ont la possibilité de transférer annuellement jusqu'à 200 millions aujourd'hui. Donc, je reviens vers 2007. 2007, c'est la première fois qu'on va autoriser un plafond qui est allé jusqu'à 30 millions de dirhams, qui va évoluer en 2010 pour atteindre 100 millions de dirhams quand il s'agit d'un investissement en Afrique, et 50 millions de dirhams quand il s'agit d'un investissement hors Afrique. À partir de cette année, on va voir dans le cadre des nouveautés que ce plafond a été porté à 200 millions, quelle que soit la destination de l'investissement, justement parce qu'il y avait une ambiguïté au niveau de l'exécution de ces dispositions, au niveau de la banque. Lorsqu'on voulait exécuter, est-ce que nous avons la possibilité, il y avait l'ambiguïté suivante, c'est que est-ce qu'on pouvait cumuler les deux? Est-ce qu'on, si on investit en Afrique, on n'a pas la possibilité d'investir ailleurs? Et donc, pour lever cette ambiguïté, à partir de 2022, on va voir
que le plafond a été porté à 200 millions. Donc aujourd'hui, c'est toujours les mêmes conditions avec une différence près qu'on va voir tout à l'heure dans le cadre des nouveautés concernant la certification des comptes. Et donc, dans quelle forme on peut investir, c'est-à-dire la personne morale qui remplit les conditions et qui veut transférer les fonds. Donc, les formes dans lesquelles on peut investir, c'est créer tout simplement une création de société à l'étranger. On peut aussi prendre une participation dans le capital d'une société étrangère. Donc, la personne morale qui remplit les conditions peut prendre une participation Et puis, il y a la possibilité d'ouvrir des bureaux de liaison, de représentation ou même des succursales pour leur activité ou là pour développer l'activité à l'étranger. L'investissement peut consister bien sûr en dotation en capital, c'est-à-dire on va financer le capital de la société qu'on a créée. Ça peut consister bien sûr en octroi de prêts ou en avance de compte courant associé bien sûr à la société qu'on a créée à l'étranger. Ça peut prendre les dotations de fonds pour l'acquisition de ces locaux et d'équipements nécessaires pour l'exploitation du bureau de liaison ou de représentation ou de succursale. Donc, pour chaque forme, ça correspond à une modalité de règlement. Dotation de fonds aussi pour la couverture des frais de fonctionnement de ces bureaux de liaison et de représentation ou de succursale. Les montants autorisés, on l'a dit déjà, donc il est passé de 30 millions qui était prévu en 2007 à 100 millions et 50 millions selon le cas, c'est-à-dire si c'est un investissement en Afrique, 50 millions en Afrique en 2010. À partir de 2022, comme on vient de le dire, c'est 200 millions, quelle que soit la destination de l'investissement, que ce soit en Afrique ou autre. Donc, c'est toujours 200 millions. Et ces 200 millions, vous voulez, c'est un plafond. C'est un plafond annuel. C'est-à-dire, on a la possibilité aujourd'hui de procéder à un transfert de 200 millions. Et l'année prochaine, la société peut aussi transférer. Donc, c'est un plafond annuel prévu par année civile. Et bien sûr, comme vient de me le rappeler Sibrada, je le remercie, si la société qui a investi en Afrique a besoin d'un montant supplémentaire annuel, donc elle n'a qu'à recourir à l'office d'échange pour avoir une autorisation particulière. Donc, pour les modalités de transfert, la société qui veut investir en Afrique, donc, enfin à l'étranger, elle a l'obligation de domicilier ce qu'on appelle un dossier d'investissement à l'étranger. Et bien sûr, la domiciliation veut dire que seul ce guichet bancaire ou bien cette banque, elle a seule la possibilité de transférer les fonds relatifs à ces opérations d'investissement. Et puis, elle a la possibilité, bien sûr, la société, l'investisseur, il a la possibilité de changer le guichet domiciliataire s'il veut, si jamais il a un problème avec le premier, mais à condition d'avoir une attestation bancaire précisant les montants qui ont été déjà transférés à ce titre. Donc, par analogie à ce qui a été vu concernant les investissements à l'étranger, l'investissement marocain à l'étranger, donc on a pour chaque forme d'investissement, c'est-à-dire s'il y a création de société ou prise de participation, donc on a des revenus, que ce soit généralement c'est des dividendes, parce que c'est des prises de participation dans des sociétés étrangères. Donc, ils ont l'obligation, bien sûr, là, il y a l'obligation de rapatrier le produit de cession et de liquidation de l'investissement. Et puis, bien sûr, les revenus générés par cet investissement doivent être rapatriés au Maroc, et cela dans un délai de 30 jours après leur mise en paiement. Pour les avances en compte courant d'associés et les prêts, donc ils sont généralement des prêts à maturité de 5 années. Donc, le rapatriement
rapatriement du produit de cession, c'est-à-dire le rapatriement du remboursement du principal et intérêt doit se faire maximum dans un délai de 5 années. Et bien sûr, c'est toujours un mois après la mise en paiement de ces remboursements, ils doivent être rapatriés au Maroc. Il y a la possibilité, bien sûr, de consolider, à l'instar de ce qui est prévu pour les investissements étrangers au Maroc. Donc, il y a la possibilité de consolider les avances en compte courant, une partie ou la totalité en capital, bien sûr, ou là en investissement, conformément à ce qui est prévu initialement. Donc, si on veut consolider, il faut qu'on respecte les conditions prévues initialement et qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le plafond ne doit pas dépasser les 200 millions, et il faut que les conditions, l'investissement soit en rapport avec l'activité de la société, et il a pour objet de développer l'activité de la société ici au Maroc. Et donc, l'investissement, tout simplement, la consolidation, c'est-à-dire quand elle est faite dans un but d'investissement, c'est-à-dire en consolidation d'avance en compte courant ou de prêt en investissement, là, il faut respecter les conditions initiales de l'investissement. Voilà, grosso modo, voilà ce qui est prévu dans le cadre des dispositions relatives au régime des investissements à l'étranger. Je recède la parole à Sébastien pour vous exposer les nouveautés apportées par l'instruction générale 2022. Donc, juste pour respecter les délais qui nous ont été conviés, donc il nous reste pratiquement 10 minutes, juste pour vous dire que ce qui a été convenu, ce qui a été prévu dans la nouveauté des instructions générales de 2022. La première, c'est l'augmentation qui a concerné l'investissement à l'étranger. Il a passé de 150 millions à 200 millions dirhams. Il y a certaines précisions qui ont été apportées parce qu'on considérait que les rapports, la comptabilité soit certifiée par un commissaire aux comptes externe. Or, on savait que le commissaire aux comptes, il est toujours externe. Et on désignait que certifié sans réserve significative, de le mot significatif constitue un blocage, donc il n'y a plus besoin de faire cette significatif. Pour ce qui est des dotations, donc, on a prévu pour les startups, comme vous avez parlé tout à l'heure, les startups, donc c'est une activité qui nécessite la disposition d'une dotation en e-commerce pour pouvoir régler les fournisseurs. Donc, depuis 2019, on leur a accordé une dotation de 500 000 dirhams. Aujourd'hui, cette dotation, il est relevé à 1 million de dirhams. On a même donné la possibilité à ces startups de pouvoir effectuer des opérations d'investissement étranger. Comme tout à l'heure, on avait dit que les opérations d'investissement à l'étranger concernent uniquement les personnes morales. Les personnes physiques ne sont pas autorisées à effectuer des opérations d'investissement à l'étranger. Les startups, on leur a donné la possibilité de créer une joint venture, juste pour vous dire que parfois, ces startups ils trouvent un bailleur de fonds étranger et le bailleur de fonds il est intéressé par le projet, mais il craint à ce qu'il finance ici au Maroc, il n'arrive pas à transférer le produit de cession à partir du Maroc. Donc, il lui demande est-ce qu'il pourrait transporter ce projet dans ce pays étranger. La réglementation d'échange lui a donné cette possibilité dans le cadre d'une joint venture, c'est-à-dire que la start-up marocaine signe une joint venture avec la partie étrangère et par cette création, il pourrait échanger les actions. C'est-à-dire la partie marocaine peut disposer d'une partie des actions étrangères et la société étrangère peut disposer. Et par là, nous donnons la possibilité à des startups de pouvoir effectuer les opérations d'investissement. Il n'y a pas de transfert de fonds, il y a seulement d'échange d'actions. Une nouveauté très importante qui concerne les exportateurs, c'est-à-dire aujourd'hui, on donne la possibilité, lorsqu'il s'agit d'un exportateur, qu'il a les disponibilités. Comme vous le savez, une société de droit marocain ne peut disposer que d'un compte en dirham. Mais une société qui fait l'export, qui fait l'effort de rapatrier, elle a la possibilité d'ouvrir un compte en devise sur lequel elle peut loger 70% de ses recettes.
Aujourd'hui, on dit que si ce fournisseur, cet exportateur dispose autant de disponibilité, il peut régler autant qu'il veut les importations sans qu'il y ait ces contraintes de 30%, 70%. Donc, un exportateur qui dispose d'un compte en dirham converti, qui dispose assez de disponibilité, il ne doit pas avoir un blocage pour le financement de ces importations, aussi bien les importations de services et de biens. Et on a donné la possibilité également, vous en tant qu'opérateur, c'est-à-dire lorsque vous réglez l'IS, parfois vous avez besoin d'une dotation e-commerce pour régler certains prestataires de services qui exigent un règlement par e-commerce. Donc aujourd'hui, toute société qui règle l'IS, à part vous, vous avez une dotation pour voyage professionnel qui est calculée sur la base de l'IS et vous avez jusqu'à un plafond de 500 000 dirhams. Vous, en tant qu'opérateur qui paie l'IS, vous avez aujourd'hui la possibilité de disposer d'une dotation de 200 000 dirhams qui est adossée à une carte de crédit international qui va vous permettre de régler toutes vos prestations à l'étranger qui existent. Donc aujourd'hui, c'est une nouveauté. Les opérations de couverture, ça ne concerne pas. Donc, et juste pour vous rappeler que les opérateurs, les sociétés, ils peuvent couvrir des opérations de change pour les biens, les produits de base. Aujourd'hui, on a donné la possibilité, comme vous le savez, cette opération de couverture concernait uniquement les produits qui sont importés. Aujourd'hui, on dit qu'un client qui achète un produit auprès d'un fournisseur marocain ici au Maroc et le produit qui soit négocié sur le marché international organisé, il peut souscrire des opérations de couverture. Les OPCVM, donc, comme vous le savez, ce sont des organismes qui peuvent effectuer des placements à l'étranger. Donc, je ne vous apprends rien. Que le principe, c'est que l'organisme qui effectue des placements à l'étranger, lorsque les montants qu'il dispose, l'origine d'Yelhom, ce sont des devises, il peut placer la totalité en devises. Si l'origine des placements qu'il dispose, ce sont des dirhams, il peut ne placer que 50% sur l'étranger. On va y arriver pour la dotation, la fameuse dotation touristique, comme vous avez tout à l'heure dit, qu'avant, on disposait de 100 dirhams pour voyager. Comme il nous a dit, il y avait une personne qui est partie en voyage la frontière, il est revenu avec 5 valises. Il lui a posé le douanier, vous avez une dotation de 100 dirhams et vous rapportez 5 valises. Donc, avec 100 dirhams. Aujourd'hui, toute personne citoyenne marocaine, elle dispose d'une dotation de voyage personnel de 100 000 dirhams. Donc, toute personne marocaine qui dispose d'une carte d'identité nationale d'un passeport, elle peut disposer d'une dotation de 100 000 dirhams. Mieux, si vous avez un impôt sur le revenu que vous réglez, vous pouvez avoir une dotation complémentaire qui peut aller jusqu'à 30% de l'IR et de tout plafonner à 300 000 dirhams. Vous avez la possibilité de voir vos droits sur des dotations sur la plateforme de prix d'échange qui va vous indiquer quels sont vos droits. Et si vous n'êtes pas d'accord sur les droits qui sont enregistrés dans la plateforme, vous pouvez rectifier cela à travers tout document qui justifie que vous avez réglé ces impôts. Une nouveauté très importante, c'est que tous les opérateurs marocains, à partir de juin 2022, ils sont disposés de la transmission des comptes rendus. Donc, les opérateurs, vos clients, ils ne peuvent plus transmettre les comptes rendus. C'était constitué un fardeau pour les opérateurs. Il fallait transmettre trimestriellement, annuellement les comptes rendus de l'ensemble des opérations. Aujourd'hui, tous les comptes rendus ne sont plus exigés par les opérateurs. La dernière nouveauté, c'est concernant les Marocains résidents étrangers. Certainement, vous avez des clients qui sont des Marocains à l'étranger. Comme vous le savez, la loi 63/14, elle leur donnait la possibilité de faire une déclaration lorsqu'ils changent de résidence au Maroc. Après validation de cette déclaration, ils peuvent disposer de leur avoir à l'étranger, c'est-à-dire d'une personne avant qu'il atterrisse au Maroc, c'est-à-dire il change de résidence, il fait une déclaration sur la plateforme. Et une fois l'office d'échange autorise, c'est-à-dire tous les biens, les avoirs à l'étranger qu'il dispose, même il peut les disposer librement, ils peuvent les vendre, il ne va rien régler. C'est pas la même chose que la contribution libératoire.
La nouveauté aujourd'hui au niveau des Marocains résidant à l'étranger, on leur a donné la possibilité, même s'ils rentrent au Maroc, vous m'entendez, ils rentrent au Maroc, où ils avaient des investissements qu'il a réalisés en devises avant qu'ils rentrent au Maroc, ils peuvent bénéficier de régime de convertibilité. Il suffit de justifier à l'office d'échange à travers une déclaration les biens l'avoir qui détient le Maghreb, il l'a financé en devise. Et une fois l'office d'échange valide cette déclaration, il peut transférer librement, je dis bien librement. Là, un hôtel, il peut le vendre, il peut transférer les dividendes, bien qu'il a un statut de résident en Maghreb. Vous voyez, il y a la nouveauté. Mieux encore, il peut donner à ses héritiers, les ayants droit, يعطيهم la possibilité انهم يعطيهم الورث يفرق لهم هذاك الشيء هاد les bénéficiaires ils peuvent bénéficier de ces avantages. C'est-à-dire si un déclarant il rentre au Maroc, il fait une déclaration, les ayants droit, le fils ou l'épouse, elle peut bénéficier librement des avoirs qui sont détenus au Maroc. Ils peuvent transférer. Donc vous voyez que la réglementation d'échange, elle a en quelque sorte donné droit à ces Marocains résidant à l'étranger qui ont sué, qui ont pu rapatrier des devises pour pouvoir leur donner la possibilité de disposer librement, entièrement des avoirs. Il y en a qui disposent au Maroc librement. Donc, je crois qu'on a achevé les dispositions change aussi bien pour les investissements étrangers au Maroc, les Marocains à l'étranger. Nous sommes à votre disposition pour toute question, que ce soit ces deux thématiques, que ce soit d'autres questions qui sont relatives, d'autres dispositions à l'office d'échange. Et nous sommes à votre disposition. Je vous écoute. Merci à Madame. Je vous remercie pour cet exposé très clair, très enrichissant. Donc, en synthèse, donc la réglementation d'échange a connu une certaine libéralisation au fil des temps afin de justement rendre le pays plus compétitif et donc les évolutions notamment qui ont eu lieu en 2022 ont permis une plus grande flexibilité de la réglementation et surtout donc du fait du respect. En fait, il y a certaines conditions à respecter. Si ces conditions à respecter, que ce soit pour l'investisseur étranger au Maroc ou que ce soit pour l'entreprise marocaine qui investit au Maroc, du moment qu'elle respecte un certain formalisme, certaines règles qui sont définies par l'instruction d'échange, la réglementation d'échange garantit certains droits aux investisseurs, qu'ils soient marocains ou étrangers. Karim, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, du tout. Je pense que d'abord, je voulais remercier nos amis de l'Office d'échange pour l'exposé très clair et très incisif. Bon, en plus, ils l'ont vraiment orienté vers notre profession pour essayer de compléter parce que l'instruction connaît beaucoup d'autres modifications, beaucoup d'autres changements. Donc, on s'est vraiment accentué, c'est plutôt axé sur l'expert comptable et les choses qui peuvent, les problématiques qui peuvent nous toucher. Donc, je vous en remercie. Moi, ce que je te propose, Mouna, c'est de passer aux sessions de questions-réponses. Je vois que nos participants ont déjà posé quelques questions, plus les questions que tu as pu collecter par les membres de la commission et des autres confrères. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on passe directement sur ces questions-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Très bien, très bien. Donc, je vais dérouler les questions que j'ai reçues. Donc, la première question porte sur les management fees. Existe-t-il des conditions spécifiques pour autoriser le paiement des management fees aux sociétés membres d'un groupe étranger? Donc, est-ce qu'il existe des conditions spécifiques pour autoriser le paiement des management fees aux sociétés
aux sociétés membres d'un groupe étranger. Est-ce que vous voulez que je pose toutes les questions à la suite ou là, on ne vous entend pas? Si Brada, on ne vous entend pas. Ouais, il faudrait désactiver votre micro. Voilà. Alors, ce que je propose, un panel de 5 questions, on répond, il passe 5 questions. D'accord? Très bien. Sinon, on répond question par question, ça ne me dérange pas. Quand Très vous bien. voulez. Bon, on vous fait une série de questions et ensuite on vous répond. On fait 3 par 3 parce que les questions peuvent être très longues. Parfois, je viens de les voir, on fait juste 3 par 3, comme ça vous avez le temps de pouvoir y répondre. Alors, par rapport à cette question sur les management fees, c'est que nous sommes aperçus par nos sociétés étrangères, lorsque nous sommes experts comptables ou commissaires aux comptes, qu'il arrivait parfois qu'il y avait que les fonds n'étaient pas virés à la maison mère sur la base des contrats de management fees que les entreprises disposaient. Et je suis convaincu que vous allez nous expliquer quelles sont les problématiques pour vous aussi de votre côté qui vous empêcheraient ou qui bloqueraient ou je dirais, pour lesquelles vous attendez aussi des informations complémentaires pour pouvoir débloquer et permettre le remboursement ou le paiement des management fees aux sociétés étrangères, d'autant plus que notre pays se veut attractif aux IDE. Et donc, c'est très important pour eux, vu que ce sont des conventions assez classiques aujourd'hui entre sociétés transfrontalières membres d'un même groupe, d'effectuer ce type de convention de management fees. Et donc, c'est très important pour eux de comprendre, ou du moins se préparer à la documentation que vous exigez, aux informations que vous exigez pour pouvoir faciliter ce type de transaction. Voilà. Mona, si tu peux poser les autres questions, tu n'hésites pas. Je pense qu'il y a 2 autres questions. Exactement. Donc, alors, une autre question porte sur l'actualité, donc avec la lutte contre le blanchiment de capitaux. Alors, lorsqu'un investisseur étranger souhaite prendre une participation dans une société de droit marocain, y a-t-il des formalités particulières préalables auprès de l'Office d'échange depuis l'entrée en vigueur de la loi de lutte contre le blanchiment des capitaux? Si oui, quel service contacter? Et aussi, peut-on bénéficier d'un service dédié aux experts comptables? Je passe à la 3e question. Alors, nous avons une question concernant les investisseurs marocains détenteurs de participation dans des sociétés de droit marocain et qui s'installent à l'étranger avec la qualité de résident. Donc, des personnes physiques marocaines qui s'installent à l'étranger et qui sont détenteurs de sociétés de droit marocain. Alors, dans quelles conditions pourraient-elles transférer les dividendes donc à l'étranger, dans la mesure où l'investissement initial a été au plan dirham? Donc, la personne déménage, est-ce qu'elle peut transférer ses bénéfices à l'étranger, produire ses bénéfices à l'étranger et ses revenus? Existe-t-il une possibilité permanente de convertir en dirham l'investissement initial? Voilà les 3 questions. Vous parlez uniquement des Marocains résidant à l'étranger, de personnes physiques marocaines. En fait, ils étaient résidents au Maroc. Mais ce sont des Marocains. Déménagé. Ce sont des Marocains. Oui, des Marocains. Des Marocains. D'accord. Si vous permettez, on commencera par la première question. Le management fees, c'est juste pour votre information. L'Office d'échange ne rejette pas le transfert des management fees. L'Office d'échange, il a un droit de regard sur le transfert de cette prestation. Et comme vous le savez, le Maroc, il est demandeur de services. Donc, on ne peut pas s'en passer des prestations de services. Ce qu'il faut, l'Office d'échange, le droit de regard, c'est de vérifier la véracité. Est-ce que cette prestation elle a été calculée à sa juste valeur? Et surtout lorsqu'il y a un lien organique entre le client et le bénéficiaire. Lorsqu'il y a ce lien organique, c'est lié à l'optimisation fiscale. Parce que, comme vous le savez, si cette management fees ou cette prestation elle est transférée au titre d'impôt, au titre d'assistance technique, c'est la retenue à la source de 10%. Sinon, c'est calculé sur l'IS. Donc, c'est un problème d'optimisation fiscale. Ce qu'on demande, c'est que il y a 2 types de demandes qui sont soumises à l'accord préalable d'office d'échange. 3, c'est les droits d'entrée, parce qu'on va cotiser sur une licence
et ce montant n'est pas remboursable, donc l'office d'échange doit avoir un droit de regard pour voir le contrat, qu'est-ce qu'il stipule. Les management fees, parce que ce sont calculés parfois sur la base d'un chiffre d'affaires, et on constate, d'après l'expérience, que parfois le prestataire de service, il exige des taux très importants sur le chiffre d'affaires qui ne sont pas dans l'intérêt de la société marocaine. Donc, nous avons un droit de regard, nous effectuons des benchmarks, et si la société qui sollicite le transfert de ce management, elle répond à ces normes, c'est-à-dire il y a une dégressivité dans le cadre de la facturation, il y a une prestation qui est réellement réelle et qui est calculée sur sa juste valeur, l'office d'échange autorise sans problème ces management fees. Donc, il n'y a pas de raison d'être affolé, c'est-à-dire ces management fees, ils sont autorisés, seulement l'office d'échange, il a un droit de regard. D'accord? Donc, et l'expérience a montré qu'on autorise au fur et à mesure les demandes qui sont disposées, mais on a un droit de regard, on partage l'information avec la direction des impôts pour qu'on puisse, deux administrations, parler le même langage. Il n'y a pas de raison que l'office d'échange autorise management fees et que les impôts ils disent non. Donc, il y a une procédure qui binôme entre l'administration des fiscs et le Maroc et le lobby d'échange pour pouvoir autoriser ces transferts des management fees. Pour ce qui est de la lutte contre le blanchiment, donc vous avez posé la question, une personne étrangère, que ce soit pas une personne morale ou physique, qui va réaliser un investissement à l'étranger, au Maroc, pour l'office d'échange, il suffit que cette transaction s'effectue via un transfert de fonds d'une banque vers une autre banque. Donc, si le financement s'effectue à travers un virement d'une banque étrangère vers une banque marocaine, l'opération est considérée comme une opération normale et l'investisseur il peut bénéficier de régime de convertibilité, c'est-à-dire il peut transférer le revenu d'investissement et le produit de cession. S'il y a un financement à travers des billets de banque, la procédure consiste à ce qu'il y ait une déclaration au niveau de l'administration de douane, au niveau des frontières, pour pouvoir déclarer le montant qui a été rapatrié en billets de banque pour qu'il puisse être intégré dans le compte en dirham convertible et pour qu'il puisse faire l'objet de financement d'une opération d'investissement. Donc, tout ce qui est financement à travers une banque, virement, donc l'office d'échange, il considère que c'est une opération normale et que l'opérateur, il peut bénéficier du régime de convertibilité. Pour ce qui est de la troisième question, vous parlez d'une personne morale, une personne physique marocaine qui résidait au Maroc, qui a une société, il a changé de résidence, il se trouve à l'étranger, il voudrait transférer les dividendes. C'est ça. C'est une opération, donc malheureusement, en l'état actuel, la réglementation d'échange ne le prévoit pas, dans la mesure où l'investissement initial, il a été financé en dirham. Donc, c'est comme, je dirais que moi, j'ai hérité d'un bien immeuble ici, je suis résident à l'étranger, et j'ai réhérité un bien immeuble de mes parents, donc je ne pourrai pas le transférer. Donc, le transfert peut s'effectuer si le financement de l'investissement a été réalisé en devise. Dans la mesure où c'est la participation à cette société, où la souscription au capital de la société a été financée en dirham, la réglementation aujourd'hui, malheureusement, ne permet pas le transfert des dividendes. Pour les Marocains, je dis pour les Marocains, quel que soit qu'ils ont une double nationalité, mais ils restent toujours des Marocains. Pour les étrangers, ils ont la possibilité de transférer les dividendes, le revenu locatif, même s'ils n'arrivent pas à justifier le financement en devise, à condition qu'ils soient résidents à l'étranger. Si vous avez un client étranger, français, iranien, espagnol, etc., il a un bien ici, un bien immeuble, qu'il a loue, il peut transférer le revenu locatif. Il a une société, il peut transférer les dividendes. Uniquement. Pour le produit de cession, c'est le controversible. Il ne peut pas demander l'autorisation pour ce type d'opération. En l'état actuel, cette opération n'est pas autorisée. Parce que l'origine, ce sont des dirhams. Et comme vous le savez, le dirham n'est pas exporté. Par contre, un Marocain résident à l'étranger, s'il avait financé une société, une devise, ou il peut transférer parce que l'origine, ce sont des devises. Il n'a pas fait l'effort de rapatrier de devises, il veut sortir de devises. Le dirham n'est pas converti,
Très bien, c'est clair. Nous passons à la deuxième série de questions. D'accord, d'accord. Alors, nous avons une question au sujet des sociétés dites patrimoniales, dont l'activité et l'investissement dans des biens immobiliers, donc typiquement une foncière, destinée à être louée exclusivement. Les dites sociétés peuvent-elles, dans le cadre d'un investissement à l'étranger, acquérir des biens immobiliers destinés à être loués? Qui est l'activité de la société. Cette société, elle a pour activité d'acquérir des biens puis de les louer. Est-ce que, abstraction faite du mode de financement, levée intégrale ou partielle de la dette, voire même de l'autofinancement intégral? Ensuite, nous avons une autre question. Selon l'article 169 bis de l'Office d'échange, prévoit la possibilité pour les fondateurs des jeunes entreprises innovantes et nouvelles technologies répertoriées auprès de l'Agence de développement du digital de créer des entités de droit étranger s'ils disposent d'un engagement ferme de financement auprès des bailleurs étrangers. C'est ce qu'on a vu lors de votre présentation. Alors, deux questions sont posées. Alors, en pratique, il est difficile d'être répertorié auprès de l'Agence de développement du digital. Plusieurs startups ont soulevé ce point. Du coup, si on n'est pas répertorié, faut-il demander l'autorisation préalable de l'Office d'échange? Deuxième question, en pratique, il existe des fonds qui seront déjà dans le tour de table de startups marocaines. Cet article ne vise que les fondateurs, quid des fonds qui sont associés. Ces derniers devront demander l'autorisation préalable de l'Office d'échange. Écoutez, vous répétez cette deuxième partie. Cette deuxième partie, je n'ai pas entendu, bien entendu. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'on autorise uniquement les fondateurs et non pas les associés, c'est ça? Exactement. Pas les fonds qui vont rentrer par la suite, qui sont rentrés par la suite. D'accord. Oui. Alors, ensuite, nous avons une autre question. Alors, pour une opération de compensation de créances commerciales et dettes financières entre une société étrangère et sa succursale au Maroc, imposée sur le plan fiscal, mais non immatriculée à l'Office d'échange, installée au Maroc pour l'exécution d'un contrat de marché public, faut-il une autorisation de la part de l'Office d'échange pour effectuer cette opération? L'opération? Une compensation. Les compensations. Alors, pour une opération de compensation de créances commerciales et dettes financières entre une société étrangère et sa succursale au Maroc, imposée sur le plan fiscal et non immatriculée à l'Office d'échange. C'est-à-dire qu'il y a une succursale au Maroc, mais qui n'a jamais été immatriculée au niveau de l'Office d'échange. Donc, elle a été installée au Maroc juste pour l'exécution d'un marché. Est-ce qu'il faut une autorisation de l'Office d'échange pour effectuer cette compensation? D'accord. Entre la créance et la dette, entre la maison mère qui est à l'étranger et la succursale qui est au Maroc. D'accord. Voilà. Première question, concernant la première question, vous avez dit qu'il s'agit d'une société qui opère dans l'immobilier et qui achète, c'est ça, qui va acheter des biens à l'étranger destinés Exactement. Je pense que cette opération n'est pas prévue. Parce qu'on a dit que quand on a précisé que les immeubles qu'on doit acheter à l'étranger doivent être destinés seulement à l'exploitation de l'investissement à l'étranger, et notamment les bureaux de liaison, etc. Donc, il a bien été précisé au niveau de l'instruction que les biens à acheter par une société marocaine, bien que la société opère dans cette activité, mais je pense que ça cadre pas avec ce qui a été prévu dans le cadre de l'instruction. C'est-à-dire, la société marocaine ne peut pas acheter des biens à l'étranger et dans le but uniquement pour les louer à l'étranger. Je pense que cette opération n'est pas prévue. Même si c'est son activité principale au Maroc. Écoutez,
Tout ce qui est spéculatif n'est pas prévu par la réglementation d'échange parce que le fait de louer, acheter, donc il y a un risque d'acheter et de ne pas vendre, de louer, de ne pas être réglé. Donc, le type d'investissement qui est prévu à l'étranger, ça doit être une opération qui est en relation avec l'activité. Parce que si l'activité ici, c'est pas d'acheter, c'est de construire. C'est la promotion immobilière. Non. Là, il voudrait acheter des biens, c'est ça, pour les louer. C'est pas pour les louer. Ouais, non, c'est pas la promotion immobilière. Est-ce que c'est l'activité principale qui est au Maroc? Non, ce n'est pas la promotion, c'est acheter des biens pour les louer. Non, non, elle dit c'est une opération qui n'est pas prévue. Il faut solliciter l'accord préalable au d'échange. Pour la deuxième question, les startups. Les startups, après des discussions avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'administration de digitalisation, ce sont eux qui ont en quelque sorte catégorisé ces startups. Ce n'est pas l'OFI d'échange. L'OFI d'échange donne la possibilité à toute startup qui est immatriculée auprès de l'ADD pour bénéficier de cette dotation. Donc, si certaines startups n'arrivent pas à avoir cette catégorisation, donc ils ne peuvent pas bénéficier aussi bien de la dotation e-commerce, aussi bien de pouvoir effectuer les opérations d'investissement. Vous avez parlé tout à l'heure qu'on a donné la possibilité au fondateur, le fondateur de la start-up. Si le fondateur change, donc le fondateur, c'est lui qui a créé la start-up. On lui a donné cette possibilité parce qu'on a constaté, donc, et juste pour votre information, ce que prévoit l'instruction générale, les nouveautés, il émane des suggestions, des recommandations de la profession. Donc, à travers des discussions avec l'ADD, avec les startups, qu'on a vu que certaines startups ils trouvent des blocages pour le financement de leurs projets. Et par là, on a donné cette possibilité d'investir à l'étranger, non par transfert de fonds, mais uniquement par l'échange d'actions. Donc, je suis une start-up, je dis n'importe quoi, j'ai 100 actions. Le bailleur de fonds, c'est-à-dire qui a donné la confirmation qu'il va financer, il peut acheter 50, il peut échanger avec moi, je lui donne 50 actions de mes actions et lui, il me donne 50. Et le fait que moi, en tant que fondateur, dispose de 50% d'une partie des actions de la société étrangère, me donne la possibilité d'investir à l'étranger. C'est ça, pour pouvoir ne pas bloquer ses fondateurs. Donc la première condition pour bénéficier de ce régime, c'est d'être répertorié auprès de l'ADD. Donc s'il n'est pas répertorié, donc il ne peut pas bénéficier des avantages. Ce n'est pas la peine qu'il fasse la demande, là encore. Non, juste pour votre information, c'est qu'il y a une réflexion au niveau de l'ADD pour pouvoir étaler les sociétés qui sont répertoriées. Pratiquement, il n'y a pas de société, des sociétés de digitalisation qui n'arrivent pas à avoir cette catégorisation. Alors, il y a une réflexion au niveau de l'ADD pour pouvoir élargir la gamme des startups. Donc, je vous invite à ce que vos clients prennent la tâche de l'ADD pour pouvoir échauffer. Il y a une réflexion pour leur permettre d'être parmi ces startups. Et juste pour votre information, la durée de la startup, c'est 5 ans. Donc, il y a un projet pour l'étaler jusqu'à 8 ans. Donc, il y a une réflexion parce que, quand vous le voyez, avec le nouveau modèle de développement économique, il a exigé qu'il y ait c'est-à-dire un intéressement vis-à-vis de ces startups. D'accord? Donc, aussi bien l'Office d'échange que le ministère du Commerce et de l'Industrie, il veut à ce que les catégories qui sont créateurs de richesses, parce qu'ils rapatrient énormément de devises, parce que des projets, c'est vrai, un apport, mais par la suite, ce sont des startups qui se vendent, qui deviennent des sociétés, qui peuvent effectuer des exportations. Donc, les administrations publiques, ils essaient d'accompagner les startups. Pour ce qui est de la troisième question de compensation. Et juste pour vous dire, que ce soit une succursale qui est immatriculée, non immatriculée, le principe est simple. La compensation, elle est prohibée. Je vais vous dire pourquoi.
lorsqu'on parle de compensation, c'est-à-dire vous êtes fournisseur, mon fournisseur, moi je suis votre client, je vous facture, vous me facturez, donc au lieu que vous me devez 100, je vous dois 200. Si on fait le netting, vous allez me transférer 100. Ça fausse les statistiques. Au niveau des échanges entre le Maroc et l'étranger, comme vous le savez, l'office d'échange, c'est lui qui s'occupe d'après la loi sur les statistiques, c'est que nous établissons les statistiques. Donc, si on autorise ces compensations, les statistiques seront faussées. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, au CSD l'a bien dit, tout ce qui est prévu par l'instruction générale peut être effectué librement. Tout ce qui n'est pas prévu, il est soumis à l'accord préalable de fil d'échange. Si parfois un opérateur exige que la compensation, lorsqu'il y a rapatriement transfert, c'est qu'il échappe au règlement de la commission de change. Vous voyez? Mais si la requête elle est dûment justifiée, donc l'office d'échange peut étudier l'opération et peut éventuellement autoriser l'opération de compensation. C'est-à-dire, ce qu'on voulait vous dire, c'est que le requérant, il a toujours la possibilité de déposer une demande concernant une opération qui n'est pas prévue. Mais nous, en tant au niveau de notre département, on ne peut pas vous dire de la suite qui lui sera réservée, c'est-à-dire sans préjuger de la suite qui lui sera réservée. Et c'est au département des autorisations d'évaluer la chose et de dire que c'est possible ou c'est pas possible. Mais le principe général qui est prévu, qui est stipulé dans l'instruction générale, toute compensation, elle est prohibée. D'accord. Dans la mesure, c'est une opération libre, c'est-à-dire j'ai des dettes qu'il faut régler, je règle. Si j'importe du matériel, on dit de la succursale, s'il avait importé du matériel, on a un engagement d'importation, elle peut régler l'importation librement. Ou si elle a des créances, elle est dans l'obligation de rapatrier le produit des exportations. C'est clair. On enchaîne. Très bien. Alors, on passe à la troisième aux autres questions. Donc, encore trois questions. Alors, est-ce qu'une conversion d'une dette commerciale en créance en compte courant est considérée comme un investissement étranger? Oui. Oui, je pense que d'accord. On a déjà dit, c'est mais à condition, bien sûr, que la créance existe réellement. S'il s'agit d'une importation de biens, bien sûr, il faut un titre d'importation du moins imputé, avec une attestation bancaire de la banque domiciliaire du titre que la créance, c'est-à-dire l'importation n'a pas été réglée, et comme ça, elle peut le requérant peut l'intéressé peut la consolider sans problème. S'il s'agit d'importation de services, vous le savez, c'est que ça concerne uniquement les brevets d'invention et les licences. Donc, c'est les deux importations de services, les créances correspondantes qu'on peut consolider. Madame Tifat, la réglementation d'échange, qui est le bon sens, c'est-à-dire quelque chose qui est normal à dire. Un investisseur qui a investi au Maroc, qui a rapatrié, qui a importé du matériel, il veut le consolider, il faut qu'il justifie que le matériel n'a pas été réglé. Mais le bon sens, c'est extraordinaire. De telle sorte, on encourage pour la consolidation, il suffit de ne pas un double transfert. Oui. Très bien, parfait. Alors, une autre question. Alors, en cas d'ouverture d'une filiale à l'étranger, donc une société marocaine qui ouvre une filiale à l'étranger, sans activité pendant les premières années, est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire auprès de l'office d'échange? C'est-à-dire qu'il a créé la filiale ou il n'a exercé aucune activité? Les premières années, il n'a pas exercé d'activité. Le marché qu'il pensait avoir n'a pas abouti ou qui donne le plus donne le moins. La réglementation d'échange vous dit que si vous avez prêté de l'argent à votre filiale,
vous ne pouvez rapatrier que dans un délai de 5 ans. C'est-à-dire une visibilité de court terme. Mais un investisseur étranger lui exige de transférer l'argent, de rapatrier tout de suite. D'accord? On a une vision moyen terme ou long terme. Donc, s'il n'arrive pas à juste, c'est-à-dire l'opération n'a pas été concrète, on parle d'un marché à l'étranger. Exactement. Marché à l'étranger, c'est-à-dire qu'il a créé une filiale pour créer le marché. Les marchés à l'étranger, c'est une autre disposition. Avant, et juste pour l'histoire, c'est-à-dire que pour être adjudicataire d'un marché à l'étranger, parfois les maîtres d'ouvrage exigeaient l'ouverture d'un compte, un déposit. Il y avait une contrainte vis-à-vis de l'office d'échange parce que toute ouverture d'un compte à l'étranger, il était soumis à l'accord préalable de l'office d'échange. Dernièrement, on avait autorisé chaque société qui voudrait adjudicataire, qui voudrait soumissionner un appel d'offres, elle a la possibilité d'ouvrir un compte et de transférer, je crois, jusqu'à 100 000 dirhams. Une fois l'adjudication est faite, le compte il est ouvert, où il a transféré jusqu'à 20% du projet du marché, même le Maghreb de l'étranger, en attendant qu'il soit réglé par le maître d'ouvrage. Par contre, si le marché n'est pas le marché, il est dans l'obligation de rapatrier des flux et de clôturer le compte, dans le cadre de marché. C'est pas une filiale. Ça, c'est dans le cadre de marché. Bien sûr, dans le cadre d'une filiale, on a parlé du bon sens. C'est-à-dire, si on crée une filiale et qu'elle reste indéfiniment sans activité, bien sûr qu'elle doit se manifester auprès de l'office d'échange parce qu'il s'agit de fonds qui ont été transférés, qui restent. Bon, Sibrada, il a précisé concernant les prêts et les avances en compte courant. Déjà, on leur a précisé qu'il s'agit d'une durée de maturité de 5 années. Au bout de 5 années, il doit rapatrier. Mais concernant une filiale qui a été créée, c'est-à-dire le capital qui a été libéré, etc., il ne faut pas que ça reste indéfiniment à l'extérieur, mais sinon, on va rester. Mais il faut que ça commence à produire à un moment donné des bénéfices et des dividendes. Sinon, ce n'est pas la peine de rester là-bas. Hein. Et au bout de combien de temps? 1 an, 2 ans Écoutez, ça dépend de lui, parce que si au bout d'une année, il ne compte pas rester là-bas, il faut qu'il rapatrie ce qu'il a transféré, il faut qu'il sait ce qu'il a acheté combien là-bas, il rapatrie. Hein. Madame Sifar, c'est un cas particulier. Il est soumis à l'accord préalable d'office d'échange. Comme vous le savez, chaque investisseur marocain à l'étranger, il est tenu d'informer l'office d'échange à la fin de chaque année du changement de la consistance de l'avoir à l'étranger qui dispose. Donc, s'il réalise des bénéfices qu'il doit informer l'office d'échange, la situation, les documents, le bilan. Donc, vous dites qu'une société a été créée, elle a créé une filiale, où l'activité a des bras jusqu'à quand? Donc, ce sont des fonds qui ont été rapatriés sur la base d'un engagement d'avoir à l'étranger, sur la base d'un business plan. Donc, s'il n'arrive pas à conclure, donc il doit informer, il doit rapatrier les fonds. D'accord. Très bien. Alors, une autre question. Il y a beaucoup d'autres questions, mais on va essayer de sélectionner. Alors, il y a eu la suppression des comptes rendus de l'office d'échange pour les exportateurs, donc nouveauté depuis 2022. Alors, pour ceux qui n'ont pas déposé les comptes rendus avant 2022, c'est-à-dire les années où le dépôt était obligatoire, est-ce qu'elles doivent aujourd'hui encore les déposer auprès de l'office d'échange? Non. Normalement, d'une manière claire et nette. C'est-à-dire que l'opérateur, c'est un engagement pris à l'égard de l'office d'échange. C'est-à-dire la réglementation d'échange avant 2022, elle disait que chaque opérateur, mais chez exportateur, importateur, transporteur, il était dans l'obligation de transmettre un compte rendu annuel. Donc, s'il n'a pas communiqué les 2 derniers, c'est en quelque sorte qu'il était en marge de la réglementation d'échange. Exactement. Aujourd'hui, on ne va pas leur demander de fournir les comptes rendus, donc ils sont dispensés. Ils doivent dispenser, c'est-à-dire que l'opérateur, il doit être en mesure de garder les documents chez lui pour un éventuel contrôle. Mais une société qui n'a pas transmis les 2 dernières années, elle n'est pas dans l'obligation de transmettre parce que là, normalement, il était en situation irrégulière.
Justement, pour régulariser. ماشي de régulariser de toute Non, façon. dès lors que la rentrée en vigueur des nouvelles dispositions, ça y est, il est plus tenu même pour les comptes rendus qui n'ont pas été transmis avant la entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. Donc, il est dispensé de l'ouverture. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit à tous les opérateurs qui nous ont posé la même question. Ah, Madame Soufar, elle a posé la question, c'est-à-dire qu'il, dans la mesure où il est en situation irrégulière, il doit régulariser sa situation. Exact, rectifier le tir. Et la transmission de compte rendu, ce n'est pas une infraction, le fait de transférer sans contrepartie, etc. C'est un engagement pris à l'égard de l'administration qui n'a pas été respecté, mais néanmoins, l'office d'échange, il vise à ce que l'opérateur économique ne soit pas pénalisé. Nous ne sommes pas une administration de recettes. La preuve, c'est que les séances de sensibilisation, l'instruction générale qui se fait en concertation avec la profession, avec les associations, l'objectif, c'est de veiller à ce que l'opérateur puisse réaliser ses activités sans contrainte. C'est-à-dire que les textes ne sont pas ambigus. Quand ils sont ambigus, l'opérateur يطيح في الفخ. Non, ce n'est pas notre objectif. L'objectif, c'est de l'accompagner ou là qu'il y a des contraintes, نمشيو معاه. لأنه on n'est pas dans le sens d'arrêter l'hémorragie de transfert de fonds. Lui, au contraire, fructifier les devises. Lorsqu'on donne la possibilité à l'opérateur d'investir à l'étranger, etc., essayer de voir le retombées. Les banques qui sont installées en Afrique, les bénéfices qu'ils ont réalisés, les sociétés d'assurance, les investisseurs marocains à l'étranger. Donc, on est dans une vision de fructification des devises et non pas de limitation de transfert des fonds de devises. De telle sorte que l'opérateur ne trouve pas de la contrainte. D'abord, même, je ne sais pas si on a avancé, une personne physique résidente, un revenu de l'étranger, on effectue une prestation, on a la possibilité d'ouvrir un compte en devise. Et dans le Maghreb, on a 70% le revenu qu'on perçoit. Vous voyez, donc, si on donne toute cette possibilité, c'est pour que l'opérateur puisse avoir cette facilité de détention de devises. L'exportateur aujourd'hui, pour importer 30%, comme vous le savez, pour une importation, si le montant de l'importation il dépasse 200 000 dirhams, il faut payer 30%. La marchandise à 70%. Aujourd'hui, l'exportateur, s'il dispose de disponibilité en devise, compte en devise, à partir de janvier 2022, là, un de flux, c'est le banque un de flux en devise. Ce n'est pas le même cas que l'importateur. On est dans l'objectif d'accompagner les opérateurs. Donc, même dans le cas de les comptes rendus, on ne va pas nous pour pénaliser, non. علاش la dispense elle est faite pourquoi? Parce que ça constitue un fardeau pour l'opérateur. Mais quand on a les réunions avec GPBM, surtout CGM, il y a une société qui opère 2 agents, 3 agents, rien que pour présenter les documents. In fine, on a les éléments de recoupement. Le travail pour les besoins ديالو بحال اللي تيجاوب بغا يحط هذاك لو دوكيومون اللي بغا له l'office d'échange. عندنا les moyens de recoupement, عندنا système BADR, عندنا l'échange de données informatisées avec les banques. On a nos moyens de recours. Donc, ce qu'on voudrait que vous invitez vos clients, à chaque fois qu'il y a des problématiques, à chaque fois qu'une disposition qui ne répond pas à leur activité, essayez de la présenter, soit au niveau de l'ordre des experts comptables, soit au CGM, soit au GPPM, pour pouvoir trouver une solution. Les noms, maintenant, je broche une solution, c'est la marge. Les gens, ils travaillent en marge de la réglementation d'échange. Et tant que les textes sont corrects ou bien il ne peut que s'exécuter. Oui, c'est une conséquence de la digitalisation. Ça, il faut préciser qu'il s'agit d'une conséquence de la digitalisation. Aujourd'hui, concernant par exemple les importations de biens, vous avez vu que nous avons Portnet. Portnet, aujourd'hui, comme l'Office est membre et nous sommes partie prenante, nous sommes administrateurs en plus. Donc, nous avons les informations concernant le contrôle des importations de biens. Pour les exportations, bien sûr, comme vous le savez, l'Office d'échange, il reçoit
les déclarations douanières de la douane et tout ce qui est règlement financier, c'est-à-dire que ce soit un rapatriement ou transfert, nous le recevons, comme vous le savez, à travers l'échange de données informatisées des banques. Et donc, nous avons toutes les informations nécessaires pour faire le contrôle ou pour exercer notre mission. Il y a d'autres questions? Oui. Alors là, il y a une question qui concerne la dotation touristique. Est-ce que la dotation touristique de 100 000 dirhams est valable même pour les mineurs? Actuellement, l'appellation, elle change. Ce n'est pas une dotation touristique, c'est une dotation pour voyage personnel. Oui. L'appellation voyage personnel, elle est donnée à toute personne qui détient un passeport, une carte d'identité nationale. Donc, je crois qu'au Maghreb, à partir de 12 ans, le mineur il dispose d'une carte d'identité nationale. Une précision, la dotation elle est servie uniquement à partir du Maroc. C'est-à-dire au moment où tu as تطلبها ماشي la banque تعطيك automatiquement au moment. بالنسبة les Marocains résidant à l'étranger خصو يكون هنا في المغرب pour disposer de la dotation pour voyage personnel. Mais toute personne qui dispose d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale, il peut disposer librement d'une dotation pour voyage personnel. لكن الولد عنده la carte nationale تاع عمري يعطيوه ماشي مشكل. يخصو au moment de l'octroi خصو يبريزونطي les documents. D'accord. Très bien. Alors, une question concernant l'achat de biens immobiliers par des Marocains résidant au Maroc. Donc, est-ce qu'elle est possible? Immobilier à l'étranger. Ouais. Malheureusement, en l'état actuel de la réglementation, cette opération n'est pas prévue, n'est pas autorisée. Donc, l'opération n'est pas autorisée. Donc, on n'autorise pas. On voulait savoir s'il n'y avait pas une réforme en cours. Là, en l'état actuel, l'opération n'est pas prévue. Peut-être par la suite, une fois le dirham sera convertible, etc. Parce que les réserves de change, on est limité. Il y a la facture pétrolière, il y a la facture surtout. Donc, peut-être par la suite, parce que personnellement, c'est une opération qui serait bénéfique aussi bien pour le Maroc que pour les parents. Parce que lorsque l'office d'échange ou le Maroc, il épuise les réserves de change pour payer les loyers, c'est de l'argent perdu. Ou que ce soit les parents. Donc, autant que donner la possibilité aux parents pour acheter avec une disposition de revendre une fois les études terminées, au moins on va récupérer. Mais le fait, si on ouvre cette porte, il y a autant de sorties, donc les réserves de change ne le permettent pas aujourd'hui. Inch'Allah, on espère par la suite. Et si on ouvre cette possibilité, vous savez, à chaque fois qu'on fait une formation dans n'importe quel coin du Maroc, on nous demande cette question. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Ça veut dire, si on ouvre ça, alors sûrement il y aura un rush pour que tout le monde parte du Maroc. Hein. Oui, je suis des réserves de change. Et malheureusement, qui m'a dit qu'en l'état actuel, cette opération n'est pas permise. Une dernière question. Une dernière question? Très bien. Alors, on a une autre question. Alors, les succursales. Alors, il y a beaucoup d'autres questions. Je ne sais pas encore. Enfin, si Karim, est-ce qu'on peut encore se permettre de poser des questions? Là, pour rien vous cacher, mes chers amis, c'est que d'abord, là, je tiens juste à vous communiquer quelques chiffres parce que d'abord, il y a énormément de participants. Donc, j'aimerais vous dire que cette formation est… on a à peu près plus de 90 personnes en ligne avec beaucoup de questions parce que les gens on sent ils sont vraiment accrochés à votre présentation parce qu'elle est très claire, elle est vraiment incisive. Et donc, est-ce que vous nous permettrez au moins de vous poser 3 questions supplémentaires parce qu'il y a 29 أسئلة. Juste pour vous dire, si Karim, c'est-à-dire les portes ne se font pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez pris l'initiative. Peut-être une séance plénière, c'est-à-dire حتى متى تكون online تكون شي شويه on n'est pas habitué, mais n'empêche nos emails
Anna, le mien ou la CSD sont ouverts. Donc, vous avez mon adresse mail. S'il y a des questions par la suite, ils sont les bienvenus. On نديروا واحد 3 questions inchallah. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire 3 questions. Ensuite, Mouna, si ça ne te dérange pas, ou là, si Madame Alami peut centraliser ces questions, on vous fait un mail et ensuite, vous nous répondez à ces questions et Dixat, on essaiera avec l'aval de notre, avec l'aval de la commission et du président de diffuser Dixat aux confrères. Et juste pour vous appeler, c'est-à-dire vous rappeler qu'il y a une foire en question sur le site d'IANA, le d'échange, il y a des foires en question. C'est-à-dire vous pouvez visiter, donc il y a énormément de questions qui concernent votre activité et qu'il y a des réponses. Donc on essaie d'abord, peut-être la semaine prochaine, on va actualiser avec le site. Donc si vous trouvez que les questions qui se trouvent avec la plateforme, voilà, vous avez les réponses. S'il y a d'autres questions qui ne sont pas intégrées avec la plateforme, on essaiera de répondre et de les intégrer avec la plateforme. Très bien. Mouna, une série de 3 questions et on rend l'antenne. D'accord, très bien. Alors, les succursales de sociétés étrangères installées au Maroc sont-elles autorisées à émettre des factures aux sociétés marocaines en devises et non pas en dirhams et à encaisser les montants en devises pour celles qui ne disposent pas d'un compte en dirhams? Ils ont les succursales, ils ont des comptes compte spécial, mais la facturation entre un étranger non résident et une société marocaine, il est libre, donc elle peut être libellée soit en devise ou Là, ils vont facturer à des sociétés marocaines, c'est-à-dire elles sont succursales de sociétés. La succursale, est-ce qu'elle est immatriculée au niveau de l'office d'échange ou non? Parce que là, aujourd'hui, les succursales, nous avons 2 régimes. Nous avons le régime, l'ancien régime, si vous voulez, parce que, comme vous le savez, les succursales de sociétés étrangères installées au Maroc sont considérées comme non résidentes, en principe. Et il y a un certain nombre d'années, on a mis en place un cadre spécial pour les succursales. Donc, les succursales qui sont imposées comme sociétés de droit marocain et qui viennent s'immatriculer auprès de l'office d'échange, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les sociétés de droit marocain. Mais la société qui veut travailler selon l'ancien régime, c'est-à-dire qu'elle reste toujours dépendante de l'étranger, là, elle est considérée comme, elle est non résidente, donc elle peut émettre, cette deuxième catégorie peut émettre des factures en devises sans aucun problème. Mais l'autre, elle a les mêmes obligations et les mêmes droits. C'est-à-dire, elle peut régler ses importations à partir du Maroc, elle peut ouvrir d'abord un compte en dirham, et elle peut bénéficier de tous les avantages prévus par la réglementation d'échange en vigueur. Et elle a l'obligation aussi de rapatrier, en cas où elle exporte des biens ou des services, elle a l'obligation de rapatrier les fonds au Maroc. Donc là, c'est des sociétés qui sont imposées comme sociétés de droit marocain et qui viennent s'immatriculer auprès de l'office d'échange. Normalement, ils ne peuvent pas faire des factures en devise parce qu'ils restent. Mais les autres qui continuent à travailler, là, et comme l'a dit Sibrada, ils sont libres de facturer en devise, il n'y a aucun souci. Je voulais juste rappeler qu'il y a un principe fondamental. 2 entités de droit marocain ne peuvent être réglées qu'en dirham. C'est une question de souveraineté. ما فيها حتى شي حاجه. ما يمكنش انا société marocaine هي société marocaine تخلصيني بين autre monnaie. C'est question de souveraineté. Donc succursale كما قال السي عز الدين immatriculé. لأن شنو l'avantage ديال immatriculé ماشي immatriculé. Lorsque le succursale il est immatriculé, تتولي بحال une société de droit marocain, elle peut contracter des prêts auprès des banques marocaines, تتولي بحال le système, بحال une société de droit marocain. Dans ce cas-là, خاصها تفacturer la société marocaine en dirham. في حالة هذاك la succursale, c'est une société qui n'a pas été matriculée, elle peut facturer pour être réglée en devise. Ou bien entendu, elle a l'obligation de limite de transfert tous les patrimoine. Mais entre le règlement entre 2 entités de droit marocain, le dirham, question de souveraineté. Oui, là. La deuxième question. Alors, une société composée d'associés étrangers a importé des applications informatiques. Face aux difficultés présentées par les banques pour assurer rapidement les règlements,
la société marocaine a dû régler par carte étrangère qu'elle détient sur d'autres sociétés situées à l'étranger, mais avec lesquelles elle n'est pas apparentée. Alors. Donc, si j'ai bien Donc, compris. la société marocaine a réglé par carte étrangère, par des cartes. C'est-à-dire qu'avec les associés ont réglé par leur propre moyen. Les associés, ce sont des étrangers. Les associés. Oui, étrangers. D'abord, c'est une avance effectuée par les associés pour le compte de la société marocaine. Donc, ils doivent refacturer à la société marocaine pour qu'ils règlent. C'est la refacturation. Ou ils diront la consolidation dans le cadre du capital. D'accord. Donc, c'est considéré comme une avance en compte courant quelque part. Il doit justifier la prestation tout document qui justifie bien tu consolides le grand livre en tant qu'avance en compte courant ou la prêt ou il doit justifier, c'est-à-dire avec la prestation ou شي واحد خلص الله تتولي بحال subrogation de créance au lieu de régler le fournisseur غادي يخلص une tierce personne qui est l'associé de la société. Parce que la subrogation, dernière question. Parce que la subrogation, elle est permise, c'est-à-dire moi j'importe un matériel, le fournisseur fait l'engagement de le fournisseur X, mais le fournisseur il dit une tierce personne Y. Il y a un document, acte de subrogation comme quoi et je peux régler avec le fournisseur Y. Oui. Donc une dernière question. Donc l'acquisition par une personne résidente à l'étranger de parts de sociétés marocaines détenues par une autre personne résidente à l'étranger, donc deux étrangers, l'un acquéreur et l'autre vendeur. Donc il y a l'achat de parts de sociétés marocaines. Fait-elle l'objet d'une déclaration autorisation? Le transfert de fonds se fait directement à l'étranger en devise. Merci. Tout à l'heure, on avait présenté, donc c'est une opération libre, donc la transaction peut être effectuée à l'étranger. Et la particularité, c'est que vous devrez informer, c'est-à-dire l'acheteur, il va hériter de la situation du vendeur. C'est-à-dire avec les actions de l'IBAO, les canaux financiers en devise au départ, avec l'ICHRA, il pourrait bénéficier de la garantie de transfert. Là, avec l'Oulani, donc l'acheteur, il doit rentrer en possession de tous les documents justifiant le financement à l'origine en devise pour prétendre au transfert plus tard du produit de cession. Mais toujours est-il qu'il y a l'autre voie, c'est-à-dire le compte convertible à terme. S'il a acheté ou il n'a pas les justificatifs, il y a le compte convertible. Très bien. Moi, pour ma part, je laisse le mot, un petit mot pour Mona pour conclure et je prendrai 30 secondes pour rendre l'antenne et vous dire bonne journée. Vas-y, Mona, si tu veux nous faire un petit mot de clôture. Et en même temps, on aimerait aussi que vous nous fassiez un petit mot, c'est Brada, c'est Asdin, on aimerait bien que vous nous fassiez un petit mot pour boucler ce webinaire. Tout d'abord, je suis très content de la qualité des questions posées. Vraiment, sincèrement, lorsqu'on trouve des partenaires qui maîtrisent leur travail et qui s'impliquent dans la réglementation d'échange, parce que, comme vous le savez, la réglementation d'échange, c'est un métier. Moi, j'ai 32 ans avec CSD, mais j'apprends de jour au jour grâce aux consultations avec les partenaires. Donc, toutes les questions qu'on a abordées, ce sont des questions pertinentes qui nous permettent de revoir un petit peu la réglementation, d'avancer et qui prouvent la qualité qui font partie de l'ordre des experts comptables. Je ne dis pas ça comme ça, mais je ne jette pas des fleurs, mais j'ai toujours affaire avec des experts comptables. Vous honorez votre profession. Et je vous dis, Anna, je suis à votre disposition, que ce soit moi, CSD ou l'équipe, pour vous accompagner, pour qu'on puisse parler le même langage avec l'opérateur étranger.
Et je vous remercie et à très bientôt, Inch'Allah. Je laisse la parole à Madame Mouna pour clôturer. Alors, un grand merci déjà pour vos explications, pour le temps consacré. C'était très clair. Bon, il y a encore un certain nombre de questions qu'on vous transmettra par mail. Je sais qu'un certain nombre de vos confrères doivent rester un peu sur leur faim parce qu'ils vous posaient les questions, donc on n'a pas eu le temps de les revoir, enfin de vous les présenter, des questions très intéressantes. En tout cas, je vous remercie et je pense qu'on sera amené encore à vous voir régulièrement pour les problématiques de nos clients. Karim, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Mona. Merci beaucoup, Mona, d'abord pour ton animation qui était vraiment très agréable et aussi à nos deux intervenants de l'Office des chances, CSDIN ou c'est Abdelmottaleb, vraiment, c'était très clair. J'aimerais vous dire que l'Ordre des experts comptables, je me permets de le dire au nom de notre président, qui est un homme très ouvert d'esprit par rapport au Conseil national, c'est que là, on est à votre disposition. On a toujours répondu présent aux autorités de notre pays lorsqu'il s'agissait de contribuer intellectuellement ou autre à l'avancement de notre droit positif et de nos pratiques à l'échelle nationale. Nous sommes des patriotes. Donc là, on sera à votre disposition pour contribuer avec vous sur tout l'ensemble. Jamais je me permets de le dire, je sais que le président ne m'en tiendra pas rigueur. Et je voulais vraiment vous remercier aussi tous les participants qui ont été très nombreux aujourd'hui. Vraiment, on a fait le buzz. Je suis très content. Merci beaucoup encore une fois parce que la qualité de la présentation et de l'animation, n'est-ce pas, elles ont été vraiment à la hauteur. Et donc, voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Si vous nous faites encore l'honneur, monsieur, c'est Abdelmottaleb ou la CSDIN, si vous me faites encore l'honneur de venir à l'Institut de formation ou là, à l'Ordre des experts comptables, vous serez toujours les bienvenus. Et c'est toujours un honneur pour nous que de nous adosser à vous. Voilà, merci beaucoup mes chers confrères. Je vous souhaite une très agréable soirée et à très prochainement pour un autre webinaire, Inch'Allah. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au revoir et merci pour votre participation. Merci tout le monde. Au revoir. Tout est bien.